suis Charlotte Tourmente, médecin, journaliste médicale, sexologue, patiente atteinte de sclérose en plaques, très investie dans les associations puisque je suis vice-présidente de Dare Women et présidente de Dare Women Handicap. Si vous me croisiez dans la rue, vous vous diriez « Oh mais elle a l'air en pleine forme ». Et pourtant j'avale 6 comprimés par jour minimum pour les douleurs. Je suis un protocole de stimulation magnétique à l'hôpital. Je travaille à temps partiel avec un poste adapté, en grande partie à domicile. Pourtant, je souffre tous les jours. Pourtant, j'ai un épuisement chronique avec des pics de fatigue imprévisibles, intenses, où je pourrais me coucher par terre. Et j'ai toute une kyrielle de symptômes invisibles. La moitié du visage cartonné, des fourmillements un peu partout dans le corps. J'ai eu des troubles de l'équilibre, j'ai eu une hémiplégie, j'ai eu une aphasie. Bref, la vie avec une sclérose en plaques est pleine de péripéties et surtout pleine d'adaptations. Et le thème des libertés aux universités d'été, éthique et maladies neuro-évolutives, est passionnant parce qu'il pose la question de réinventer ces libertés alors que on perd la liberté qui paraît évidente à tout le monde, la liberté de travailler à temps plein, la liberté d'avoir une vie personnelle où on enchaîne ses activités sans problème. C'est tout ce que je ne peux plus faire, c'est tout ce que je n'ai pas fait depuis 26 ans, puisque j'ai eu le diagnostic quand j'avais 20 ans, j'étais en 3e année de médecine et durant toutes mes études, j'ai jonglé entre les examens, les révisions, les stages, les cours, mais aussi les poussées, les hospitalisations, les traitements. Et alors que tous les étudiants étaient hyper insouciants, moi j'apprenais à vivre avec une maladie neuroévolutive, avec son imprévisibilité, puisque avec une sclérose en plaques, on ne sait jamais quand on fera une poussée, si elle laissera une séquelle et dans quel état on sera dans 10, 20 ou 40 ans. On vit avec une épée de Damoclès. Alors moi, j'ai pris le parti de sensibiliser au handicap invisible parce que c'est l'histoire de ma vie et que ça crée beaucoup d'incompréhension. Mais j'ai parlé de mes douleurs, j'ai parlé de mon épuisement, j'ai parlé de tous mes symptômes parce que vous n'êtes pas dans mon corps. Vous n'avez aucun moyen de savoir comment je me sens, si j'ai mal. Et il est fondamental que le handicap invisible soit déjà mieux connu, mieux perçu et surtout reconnu. Parce que de nombreux patients ont un handicap invisible et ils souffrent de cette méconnaissance. J'ai eu un handicap visible, donc je mesure à quel point c'est extrêmement compliqué d'avoir une paralysie, d'être en fauteuil roulant, ça complique tous les gestes, la ville n'est pas accessible. Donc c'est vrai que je mesure bien tout cela, mais le handicap invisible est fondamental à reconnaître. Alors maintenant, comment on fait pour réinventer ces libertés? Comment on fait pour garder une vie professionnelle? Parce que je dis souvent, j'ai réinventé ma vie professionnelle. J'étais incapable d'exercer la médecine, de soigner les patients, ce qui était mon rêve. Je me suis formée en journalisme médical, où j'ai un poste adapté. Suite à une poussée très compliquée, où quand un neurologue m'a demandé de citer 10 noms d'animaux, j'en ai trouvé 2. En fait, je n'avais plus de traitement de fond. J'ai enchaîné 3 poussées, dont celle-ci avec une hémiplégie, une aphasie, donc un trouble du langage qui m'empêchait de trouver les mots. Depuis que j'ai un traitement de fond, je ne fais plus de poussées. Le handicap que j'avais avant est toujours là, mais en tout cas, j'ai bien récupéré. Et je milite en tant que vice-présidente de Dare Women et présidente de l'entité qui est destinée aux femmes qui ont un handicap. Je milite pour que la société s'adapte et aide les personnes avec un handicap à garder une vie professionnelle qui soit adaptée, donc avec davantage de télétravail, avec davantage de flexibilité. Oui, quand j'ai une névralgie très intense, je ne suis pas capable de travailler, mais entre guillemets, c'est pas grave. Je travaillerai plus l'après-midi, je travaillerai plus le lendemain. J'ai juste besoin de garder une flexibilité, ce que mes employeurs m'offrent, et ça a un prix énorme. Donc si vous êtes employeur, si vous avez une entreprise, les personnes en situation de handicap sont parfois des pépites, des ressources exceptionnelles qui sont souvent absentes de l'entreprise à tort. Et l'AGFIP, l'Association d'insertion des personnes professionnelles des personnes handicapées, fait un énorme travail pour justement dire les entreprises, faites appel aux personnes, aux travailleurs handicapés parce que ce sont des pépites en puissance dont vous vous privez
qui sont tout aussi compétentes, voire plus compétentes, plus motivées et encore plus engagées. Il y a des gens bienveillants, qui comprennent, je veux dire, qui ont une espèce d'empathie innée. Alors il y a ça, puis il y en a qui sont indécrottables, qui sont complètement de l'autre côté. Bon. Alors comment ça se passe quand on n'est pas justement, quand on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes, c'est-à-dire, ça peut être vraiment dans le regard, vous le sentez dans le regard, que là vraiment on vous regarde de très haut, quoi. Donc comment on fait avec ça quand on n'est pas armé? Comment on fait avec ça? Parce qu'en plus, alors, comme tout le monde, on est jeune, on est vulnérable, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas si ça va marcher, on est en train... Bon. Alors là, d'un seul coup, ça devient quand même très compliqué. Comment ça marche? Alors il y a le caractère, ça je pense que c'est déterminant. Oui. Ça, oui, après, il n'y a pas que ça, parce que ça s'apprend. C'est ça. Oui. À 22 ans, les douleurs, l'épuisement chronique, les poussées sont entrées dans ma vie davantage, va-t-on dire. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, empathiques, de façon assez innée et qui sont adaptées. J'ai aussi rencontré des personnes réfractaires qui ne voulaient pas comprendre ou qui ne pouvaient pas comprendre. Parce que je distingue les personnes qui, on va dire, sont maladroites, mais qui ne sont pas indécrottables et qui, avec beaucoup de communication, beaucoup d'efforts aussi, et il faut essayer de trouver en soi l'énergie qu'on n'a pas pour et tenter de les convaincre et tenter de leur expliquer. Donc il y a ces personnes-là où il y a tout un travail de pédagogie à faire, et cela fonctionne dans la majorité des cas. Et j'avoue qu'il y a parfois des personnes qu'on n'arrive pas à convaincre pour X raisons, parce que c'est trop angoissant pour elles d'imaginer le handicap, parce qu'elles ne sont pas sympas, tout simplement, parce que c'est un employeur qui ne veut pas s'embarrasser de contraintes supplémentaires. Il y a différents cas de figure. Soit il faut faire appel à une personne intermédiaire ou dans l'emploi un délégué syndical pour essayer de faire avancer la situation. Quand c'est des proches, j'avoue qu'il y a parfois des deuils à faire. Il y a des personnes où j'ai appris qu'elles seraient incapables de faire l'effort, donc j'ai fait un tri. Mais honnêtement, je faisais déjà la différence entre copains et amis. Moi, je n'ai pas perdu d'amis véritables. Ils sont adaptés de façon assez exceptionnelle. Et les copains qui ne pouvaient pas s'adapter, ou les personnes toxiques, parce qu'il y en a toujours, je crois que ces personnes-là, il faut savoir les reconnaître et puis les sortir de sa vie, parce qu'elles pompent une énergie phénoménale. Et puis elles font douter. Elles font douter de soi, se remettre en question, sachant qu'on est déjà dans une position vulnérable, en train de composer avec une maladie qui est neuroévolutif, susceptible d'évoluer. Donc je crois qu'il ne faut pas trop perdre de temps avec ces personnes-là. Je pense aux gens qui entendent un peu ce message extrêmement positif. Et que oui, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a des gens qui peut-être ne peuvent pas. Ah ben non. Pas. Ou alors ils n'ont pas les clés. C'est-à-dire qu'il faut peut-être leur donner les clés. Les clés, c'est pas forcément, il faut faire comme ça. C'est moi j'ai fait comme ça. Vous avez le caractère que j'ai, vous allez y arriver. Oui, mais il y a... Donc comment Après le diagnostic, j'avais 20 ans, j'étais étudiante en médecine, mais il y a eu des moments de grande solitude, parce que moi j'étais entourée d'étudiants particulièrement insouciants. Moi, je composais avec ma maladie, mes symptômes, les hospitalisations, mes révisions, mes examens, mes stages hospitaliers. Ça a été l'horreur, physiquement parce que je souffrais le martyre. Dans ma tête, j'étais seule parce que je ne voulais pas inquiéter mes proches, donc je gardais tout en moi, ce qui n'est pas bon. Et puis il y a 26 ans, on ne parlait pas tant que ça des psychologues et des psychiatres qui sont une ressource importante, notamment en cas d'anxiété, de dépression, qui sont beaucoup plus importantes avec une maladie chronique. Il faut l'avoir en tête et il ne faut pas hésiter à faire appel à ces ressources. Maintenant, je pense que dans la vie quotidienne, il y a également des personnes ressources sur lesquelles on peut compter, auxquelles on peut parler. Et les associations sont également une ressource importante, où là, on peut parler à des gens qui connaissent parfaitement ce qu'on vit parce qu'eux-mêmes le vivent, et ce partage d'expérience est hyper important. Moi, je suis marraine pour l'association CEP Avenir. Donc, une marraine, c'est simplement, je vais accompagner des gens qui viennent d'apprendre le diagnostic ou qui sont confrontés à une évolution de la maladie et qui ne savent plus
comment gérer, qui se sentent seuls, qui ne savent pas à qui parler. Et le parrainage, les parrains et marraines sont là pour aider, pour donner les clés, pour leur apprendre à profiter, à voler tous les petits moments positifs, parce qu'il y en a, même quand on souffre énormément, même quand on se sent très... Il y a des petits moments à voler comme ça, de plaisir. Moi, je suis à fond axée sur la psychologie positive. On trouve des personnes ressources à qui parler. Ça, c'est, dans la résilience, c'est prouvé qu'avoir une personne qui croit en soi, eh bien, ça fait développer sa résilience. Et c'est vrai que parfois, on doute de soi. Et dans ces cas-là, c'est vrai, on a l'impression d'être seul au monde. C'est extrêmement compliqué, mais il faut quand même réussir à trouver le courage d'en parler au moins à une personne. Alors, il faut essayer de bien la choisir, mais même s'il y en a une qui résiste, trouver une autre personne. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens à l'écoute, et il ne faut pas rester seul et s'enfermer dans sa souffrance. Dans les maladies neuroévolutives, c'est vrai que tout ce qui relève des médicaments, de l'hospitalisation est pris en charge, mais il y a aussi tous les à côté de la vie quotidienne, et là le reste à charge est énorme. L'ostéopathie, c'est pas forcément du luxe. Avoir un complément alimentaire pour, je cite n'importe quel exemple, mais par exemple un complément alimentaire pour lutter contre le trouble du transit provoqué par un des médicaments, qui soit pris en charge, non, c'est pas du luxe. Il y a des gens qui ont des troubles urinaires, que les protections soient prises en charge plutôt que des restes à charge qui sont parfois très onéreux. Non, ce n'est pas du luxe. Donc oui, les mutuelles auraient des efforts à faire sur les maladies chroniques, et pas seulement les maladies neuroévolutives, avec peut-être faire une sorte de package pour les patients qui ont une maladie chronique. Et ça, par exemple, au niveau des associations avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'il y a ce genre de... Est-ce que vous... Les associations font un travail mais phénoménal, énorme, et je ne les remercierai jamais assez. Je sais que l'association CEP Avenir, pour laquelle je suis marraine, réfléchit énormément à comment optimiser le parcours de soins du patient, mais à tous les niveaux, depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge. Et ça permet d'améliorer finalement la qualité de vie des patients, donc qui vivent mieux leur maladie et potentiellement qui prennent moins de médicaments, notamment médicaments comme les anxiolytiques, les antidépresseurs, qui fassent davantage d'activité physique, mais une activité physique adaptée aux patients, en sachant que celle-ci n'est pas prise en charge par la CPAM. Ça viendra probablement, mais c'est vrai que ça reste un frein financier énorme. Donc voilà, il y a tout un travail de lobbying des associations pour faire bouger la société, à la fois sur le regard que la société pose sur les patients, parce que la société a tendance à nous enfermer dans cette étiquette de patient, mais aussi sur le parcours de soins et le fait de mieux vivre avec la maladie. C'est vrai que moi, mon livre, par exemple, j'ai écrit pour changer le regard sur le handicap. Le titre, il vient d'une anecdote. Après mon hémiplégie, je suis arrivée en rééducation et la kiné me demande hyper sérieusement, mais quels sont vos objectifs? Et je lui réponds, en 1, nager dans la mer, et en 2, porter des talons hauts. Et elle me regarde avec des yeux, l'air de dire, mais elle est folle dans son état. Et en fait, la mer, c'est tout simplement l'élément dans lequel je me sens la plus libre, c'est en accord avec le thème, et en fait le mieux, parce que libérer des souffrances. Et les talons hauts, c'était à la fois symbole de féminité, parce qu'en rééducation et en pleine poussée, on ne se sent pas particulièrement féminine, et le symbole aussi de ma vie parisienne. J'étais retournée en province chez mes parents. Je ne savais pas si je réussirais à marcher, puisque j'avais une hémiplégie. Je ne savais pas si je pourrais retravailler. Donc je crois que voilà, c'était tout un symbole. Et 4 mois après ma rééducation, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à Saint-Jean-de-Luz, me baigner dans une eau à 12 degrés, parce qu'on était début mars, et c'est le meilleur bain de ma vie. Et évidemment, le premier achat, c'était une paire de talons hauts. La boucle était bouclée. Voilà.